Bonjour à toutes et à tous. D'abord, je tiens à remercier la lumière de m'empêcher de voir quoi que ce soit. Ce congrès de m'avoir invité à m'exprimer aujourd'hui et toutes les personnes présentes qui doivent être probablement extrêmement nombreuses, mais dont j'ai du mal à dénombrer exactement l'importance, à être venus m'écouter à la fin de la journée, qui plus est. Je suis d'autant plus heureux et honoré que le Québec est le lieu où depuis 8 ans maintenant, on m'a le plus souvent donné l'occasion d'exprimer mes sentiments et mon expérience de soignant. Alors c'est une fois de plus, mais c'est jamais une fois de trop. Je suis médecin et écrivain, j'exerce toujours la médecine mais à temps partiel, je n'ai plus de cabinet de médecine générale. Ma pratique médicale de généraliste dans un centre de planification à l'hôpital du Mans en France nourrit mes romans et mes essais, mais lorsque j'écris, j'ai le sentiment le plus souvent de travailler seul dans mon coin et de tourner en rond. Une conférence comme celle-ci me donne le sentiment très gratifiant d'appartenir à une communauté, et à une communauté où il y a du monde. C'est pourquoi le contenu de cette conférence, Soigner c'est partager, n'est pas une simple formule. Je le qualifierais plutôt de profession de foi. Ceci sans mysticisme aucun, car comme le chantait avec humour le regretté Mouloudji, je suis athée, oh grâce à Dieu. Mais à défaut de mysticisme, cette profession de foi est teintée de beaucoup de convictions, car comme toutes les personnes présentes, j'ai foi en ma profession. Je passerai très vite sur un préalable qu'il me faut souvent répéter en France, mais qui me paraît aller de soi ici, quand j'entends les interventions, en particulier celles que j'ai entendues ce matin. Soigner n'est pas, ça n'est jamais, ça ne peut pas être une relation de pouvoir. Le soin est antinomique et incompatible avec l'exercice du pouvoir. Et ceci pour une raison très simple. Le soin est destiné à celui qui souffre. Ce n'est ni une récompense qu'on accorde, ni une punition qu'on inflige. Il ne peut être ni refusé, ni imposé. Pour prendre toute sa valeur, un soin doit être proposé sans réserve et accepté librement. La question de la liberté est centrale à la question du soin. Elle est consubstantielle au soin. Toute tentation de pouvoir dans le soin est, à mon humble avis, contraire à l'éthique. Je ne dis pas qu'il est toujours facile d'éviter les relations de pouvoir, les rapports de force. Je dis seulement qu'en tant que soignant, je m'efforce de traquer les rapports de force chaque jour, dans chacun de mes gestes et de mes paroles, et bien entendu, dans chaque parole qu'on m'adresse. Je pars en effet du principe que si la maladie et la souffrance isolent, le pouvoir isole aussi, et qu'un professionnel du soin qui ne jure que par le pouvoir va beaucoup plus mal qu'un malade. Car un malade, contrairement à l'homme de pouvoir, il demande à être soigné. Ce qui est déjà le début de la guérison, comme vous le savez. Si soigner n'est jamais une relation de pouvoir, si les deux membres du soin, le soignant, le soigné, sont libres, alors il n'est pas difficile de comprendre que soigner, c'est partager. Ce qui passe, se passe dans le soin, passe, se passe dans les deux directions, horizontalement et non verticalement. Soigner n'est pas un rapport de force, d'accord. Soigner, c'est partager, fort bien. Mais quand on soigne, qu'est-ce qu'on partage ? Soigner, c'est d'abord partager le savoir. Pendant leur formation, pendant toute leur carrière professionnelle et bien après, les soignants acquièrent un savoir inestimable. Ce savoir leur permet d'identifier des souffrances ou de les éviter, de les traiter pour au mieux les guérir, au moins les soulager. Ce savoir n'est pas un savoir sacré et jalousement gardé comme l'était celui des sorciers d'autrefois. Il n'y aurait pas de progrès médical si les biologistes, les pathologistes, les praticiens et praticiennes de terrain gardaient leurs connaissances pour eux. C'est parce que les chercheurs et les soignants et soignantes de toute spécialité partagent leurs connaissances et leurs découvertes que le soin peut progresser. Garder le savoir pour soi, c'est trahir le soin et choisir le pouvoir, en faisant de son savoir, par exemple, un objet de commerce. Il y aurait beaucoup à dire sur le commerce de la santé, mais ce n'est pas mon propos aujourd'hui. Cela dit, si quelqu'un dans la salle a envie que je fasse une conférence future sur le sujet, pas de problème. Partager le savoir, ça ne se résume pas à échanger des informations entre soignants.
pour rester fidèle à l'éthique du soin, au refus de pouvoir qu'elle sous-entend, il est indispensable de partager le savoir avec les premiers intéressés eux-mêmes, ceux que nous soignons, ceux et celles que nous soignons. On peut le faire de 1001 manières. Toutes les manières de partager sont bonnes, à partir du moment où leur objectif est de libérer l'autre de la peur, de l'angoisse, de la dépendance, de l'oppression, du silence dans lequel la maladie ou la souffrance les maintiennent. Le jour où j'ai décidé d'écrire Contraception, mode d'emploi, qui était le premier manuel pratique des méthodes de contraception jamais publié en France, je n'ai pas hésité une seconde. Je l'ai écrit et publié à l'intention du grand public. On m'a demandé pourquoi je n'avais pas écrit un manuel à l'intention des médecins, notoirement sous-formés en France à ces questions. Paraphrasant Clémenceau, j'ai répondu que la planification des naissances, c'est-à-dire aussi la sexualité, était une question beaucoup trop sérieuse pour la confier aux médecins. Publié par un éditeur de littérature générale, le livre a touché beaucoup plus de lecteurs et de lectrices qu'il ne l'aurait fait s'il s'était adressé aux seuls médecins. D'ailleurs, les médecins qui l'achètent sont ceux qui, comme moi, rêvaient d'un manuel pratique pour répondre aux questions de leurs patientes. En l'écrivant pour n'importe quel lecteur ou lectrice, je laisse entendre que chacun, chacune est apte à s'en approprier le contenu et à le partager à son tour. D'ailleurs, beaucoup de lectrices l'ont offert à leurs médecins. C'est d'ailleurs souvent ce qui arrive avec mes livres, enfin les lecteurs les offrent aux médecins. Et de temps en temps, les médecins répondent « ça va, j'en ai déjà 7 ». Il est normal évidemment qu'un travail d'écriture soit rémunéré, et il l'a été, ce travail de contraception mode d'emploi a été rémunéré par les acheteurs du livre. Mais il m'a paru d'emblée non éthique que ce savoir reste assujetti à l'achat du livre. Parce que, par exemple, les livres publiés en France sont disponibles au Québec, mais ils le sont beaucoup plus difficilement dans d'autres pays francophones, en Afrique en particulier. Il existe donc de ce livre une version shareware, en PDF, qui peut être téléchargée gratuitement sur mon site internet, à une adresse que j'ai mise sur le texte, qui est lui-même mise en ligne sur le site du Congrès. Pourquoi donner gratuitement accès au contenu d'un livre? Parce que ce contenu, je ne l'ai pas créé. Je l'ai recueilli et mis en forme pour en faire un outil. Et cet outil n'a de valeur que si tout le monde peut s'en servir. Soigner, c'est partager des expériences. Si, comme le disait Jean-Paul Sartre, chacun de nous est un homme ou une femme fait de tous les autres, qui les vaut tous et que vaut n'importe qui, une soignante, un soignant est fait de tous les soignants qu'il a croisés ou qu'elle a croisés. Je n'aurais rien appris de mon métier si tout au long de ma vie, je n'avais pas reçu en partage l'expérience d'autres soignantes, d'autres soignants. Chaque fois que je suis devant un patient, je me souviens des expériences que j'ai reçues et j'éprouve une grande reconnaissance. J'ai eu la chance de partager l'expérience de nombreux médecins, et en particulier celle de mon père, qui avait appris la médecine avant 1939 et qui me l'a racontée. De sorte que ma vision du soin aujourd'hui est marquée de manière indélébile par la notion de tout le chemin parcouru depuis 70 ans. Et chaque fois que j'examine un patient, je me souviens de la manière douce et précautionneuse qu'il avait de poser la main sur mon ventre pour m'examiner. Je me sens gratifié d'avoir partagé l'expérience de nombreuses aides-soignantes, et en particulier celle de Marie-Jo Legivre, qui m'a appris à tourner un patient hémiplégique, à lui changer son drap, à lui faire sa toilette, à lui donner à manger, sans le brutaliser ni l'humilier. Je me sens béni par le ciel, même si je suis athée, grâce à Dieu, d'avoir pu partager l'expérience de nombreuses infirmières, et en particulier celle d'Yvonne Lagneau, la surveillante du service où j'ai appris à faire des interruptions de grossesse. Yvonne qui tenait la main des femmes et qui me soutenait des yeux pendant les interventions. Je me souviens du jour où j'étais un jeune stagiaire hospitalier, l'interne m'a envoyé faire l'observation de 4 patientes très âgées installées dans la même chambre. C'était dans les années 70. Une de ces patientes était calme, les 3 autres étaient très agitées. Toutes étaient démentes et attachées à leur lit. Je suis resté paralysé au milieu de la chambre jusqu'au moment où j'ai entendu « Psst ». Je me suis retourné. Une 5e patiente était allongée sur un lit provisoire derrière la porte. Il était tellement provisoire que ça faisait déjà 3 semaines qu'elle était là. Elle était hémiplégique, mais elle n'était pas démente, elle. Elle m'a fait signe de m'approcher et elle m'a dit « C'est ce petit con d'interne sadique qui vous a envoyé ».
vous a envoyé pour vous visiter. Asseyez-vous là, tous les deux, on va le couillonner. » Et elle m'a détaillé l'histoire, les antécédents, le diagnostic et le traitement de ses 4 voisines. Elle était hémiplégique, mais elle n'était pas sourde. Je lui suis reconnaissant d'avoir partagé avec moi son expérience, une expérience qu'aucun de nous n'aurait voulu vivre, mais dont elle m'a fait profiter avec une générosité incroyable. Et ce jour-là, la soignante des 4 autres femmes de la chambre, c'était elle. Je suis reconnaissant d'avoir pu partager l'expérience de la femme à qui je montrais, il n'y a pas si longtemps, un implant contraceptif, en lui expliquant lourdement comment ça fonctionnait, et qui secouait la tête en me disant « Bon, ben c'est un réservoir d'hormones, quoi. » Je l'aurais embrassé. C'est tellement plus simple quand c'est le patient qui le dit. Je suis reconnaissant à la jeune femme sans enfant à qui j'ai posé un DIU, un dispositif intra-utérin, pour la première fois. Elle avait 20 ans. Elle ne pouvait pas utiliser de méthode hormonale et elle venait de subir une interruption de grossesse à cause d'un échec de préservatif. Elle pensait qu'elle n'avait pas le droit de se faire poser un DIU. J'ai répondu que scientifiquement rien ne s'y opposait, mais que par préjugés et par manque d'informations, très peu de médecins en France à l'époque le faisaient. C'était au tout début des années 90. Elle a demandé « Et vous, vous le faites ?» Et je lui ai dit « Je le propose souvent, mais à ce jour, aucune patiente ne me l'a demandé. Si vous voulez que je vous pose un DIU, ce sera ma première fois. » Chez une femme sans enfant. 10 ans et 2 DIU plus tard, quand elle a conçu son premier enfant, elle m'a dit « Si vous ne m'aviez pas proposé un DIU, j'aurais probablement été enceinte par accident plusieurs fois en 10 ans. J'aurais aujourd'hui 2 ou 3 enfants parce que je n'aurais pas avorté à chaque fois, bien entendu. Je n'aurais pas pu faire les études que j'avais choisies. Je n'aurais pas pu avoir la vie que je voulais. » Et elle m'a remercié. Et je lui ai dit « C'est à moi de vous remercier. En me faisant confiance, vous m'avez permis d'acquérir l'expérience d'un geste, certes modeste, mais dont beaucoup d'autres femmes après vous ont bénéficié. » La dernière jeune femme sans enfant à qui j'ai posé un DIU avait 15 ans et demi. Et j'étais le seul médecin qui voulait le faire alors qu'elle avait déjà eu 2 IVG et qu'elle ne tolérait aucune méthode hormonale. Et quand mes confrères lèvent les épaules, soulèvent les sourcils ou les épaules, je leur réponds que je les emmerde. Parce qu'il ne faut pas déconner quand même. Soigner, c'est partager les tâches et les responsabilités. Partager les tâches et les responsabilités, c'est encore une fois abdiquer tout désir de pouvoir, de contrôle, au profit d'une pratique collective du soin. J'ai tout oublié, y compris le visage et le nom, des médecins qui, pendant ma formation, m'ont traité comme un porteur d'eau ou m'ont abandonné seul dans une chambre avec un prématuré, avec pour seules instructions de le désencombrer et de lui infliger des intramusculaires qui le faisaient se tordre de douleur. Je me souviens en revanche très bien des soignantes et des soignants qui m'ont confié une tâche sans m'abandonner, sans me juger, sans m'humilier et en me rassurant quand je m'inquiétais d'avoir commis une erreur. Et qui en plus me remerciaient de l'aide que je leur apportais alors que je me sentais bon à rien. C'est parce que tous ces soignants m'ont confié des tâches et des responsabilités que j'ai appris à soigner. Soigner, c'est partager les critiques, c'est interroger chaque geste, en se demandant si on ne pourrait pas le faire de manière plus simple, plus respectueuse, plus douce. Même si, en première approximation, cette manière-là est moins rapide ou moins performante. C'est se demander pourquoi est-ce que je fais ça comme ça ? Est-ce que je ne pourrais pas le faire autrement ? Car tout ce qui est rigide ne l'est pas toujours par rigueur scientifique. Ce qui est rigide, parfois, c'est aussi une rigidité. La rigidité, parfois, est aussi le signe d'un désir de pouvoir ou simplement d'une peur phobique. Et c'est parfois aussi, souvent, la trace du pouvoir ou des arguments d'autorité que d'autres nous ont infligés. Ainsi, à un gastro-entérologue qui m'expliquait qu'il avait fait des colonoscopies pendant 10 ans sans anesthésie générale du patient, et qu'au bout de 10 ans, il avait demandé à l'anesthésiste de sa clinique si par hasard on ne pouvait pas les endormir, les patients, pour leur faire leur colonoscopie. À ce gastro-entérologue, j'ai dit « Mais comment se fait-il qu'il vous a fallu 10 ans pour penser à ça ?» Et il m'a répondu cette phrase extraordinaire qui résume le mode d'enseignement de la médecine en France.
Il m'a dit « parce que j'avais appris à faire comme ça ». Soigner, c'est partager la créativité. Dans le soin, comme dans la vie, la carte n'est pas le territoire. Quand on se lance en terrain inconnu, on a beau être prévenu de la présence de trous et de bosses, on est obligé d'improviser. Or, d'autres ont été lancés sur le territoire avant nous, et ils ont inventé des solutions personnelles, souvent élégantes, à des problèmes imprévus. Nous aurions tort de ne pas les adopter, ces méthodes, de ne pas les adapter, de ne pas les mettre en œuvre au profit des patients spécifiques dont nous avons la confiance. Nous aurions tort de ne pas les transmettre. Soigner, c'est partager les doutes, les émotions, les failles, les chagrins. Je suis reconnaissant d'avoir pu partager l'expérience de plusieurs groupes Balint. C'est en leur sein que j'ai pu dire combien j'étais peu sûr de mes capacités, que j'ai pu laisser entendre que j'avais très envie d'étrangler certains patients, très envie d'inviter certaines patientes à déjeuner, très envie de voler au secours de certains enfants. C'est marrant parce que le fait que j'invite des patientes à déjeuner, ça vous fait rire, mais le fait de vouloir étrangler des gens, ça ne vous fait pas rire du tout. Est-ce que par hasard, ça vous serait arrivé ? Oui, je vois que ça a dû arriver à quelqu'un à droite, là. C'est à ces groupes Balint que je dois d'avoir compris que soigner, ça n'est pas se comporter en justicier, car ce comportement-là, à défaut d'être une attitude de pouvoir, c'est un fantasme de puissance, et nous devons nous en méfier comme de la peste, malgré notre désir de l'endosser. Je suis reconnaissant à mes camarades des groupes Balint, après les réunions proprement dites, autour d'un verre ou d'une tasse de café, de m'avoir écouté vider mon sac, plein de culpabilité, de sentiments d'échec ou d'impuissance, ou de colère contre la violence de certains professionnels, ou encore mon sentiment de deuil. Je leur suis aussi très reconnaissant de m'avoir interrompu pour, à leur tour, vider leur propre sac. Parce que bon, il ne faut pas que ce soit toujours au même, et la parole, ça se prend. Je leur suis reconnaissant de m'avoir enseigné, en me confiant leurs failles, leurs chagrins et leurs doutes, que je n'étais pas monstrueux de ressentir tout ça, et que j'étais aussi humain qu'eux. Soigner, c'est partager des histoires. En écrivant, et surtout en ayant la chance de voir mes livres rencontrer beaucoup de lecteurs, j'ai découvert qu'écrire est un très bon outil de soin. C'est un outil facile d'accès qui permet, avec une quarantaine de signes typographiques simples qu'on peut assembler selon des combinaisons infinies, de partager des expériences, des sentiments, des doutes et des histoires compréhensibles par tous. On peut aussi écrire des histoires incompréhensibles, je vous rassure, mais ce n'est pas l'objet du soin. Et cet outil de soin qu'est l'écriture peut produire des romans, des essais, des documents, des livres pédagogiques, des pièces de théâtre. Je disais à mon ami André Duplantis ce matin qu'il faudra en écrire plus avec des médecins, mais aussi des textes comme ceux de ce slammer français qui vient d'exploser en France et qui se nomme lui-même Grand Corps Malade, tout un programme, ou bien des documentaires comme celui que tourne en ce moment la réalisatrice Marie Agostini sur la formation des étudiants en médecine parisiens, ou encore des films et des séries télévisées dont on vous a dit que j'étais très friand. Ainsi, à la rentrée dernière, au mois de novembre, j'ai pu partager avec une vingtaine d'étudiants en médecine qui avaient eu la bonne idée, de mon point de vue, de choisir ce module, de partager beaucoup de plaisir et beaucoup d'histoires au cours d'un module où je leur ai montré entre autres des films comme Barberousse de Akira Kurosawa, People Will Talk de Joseph Mankiewicz, où Cary Grant joue un médecin qui épouse une de ses patientes, je vous le conseille, mais aussi des séries comme ER, House MD et la délicieusement mélodramatique Grey's Anatomy. La fin de saison, c'est ce soir. Et si vous avez raté le premier épisode la première partie de la fin de saison qui a été diffusée hier soir, on peut le télécharger. Hein. Je vous dirai où. Soigner, c'est vivre et partager la vie. Soigner, ce n'est pas seulement soigner les autres, c'est aussi se soigner. Le premier outil du soignant, c'est le soignant lui-même. C'est Michael Balint qui disait le premier médicament du médecin, c'est le médecin. Et c'est donc valable pour tous les soignants. Et ce soignant, il est sain qu'il ait des hobbies, qu'il ait des moments de paresse, qu'il ait des moments d'oubli, qu'il prenne des vacances,
qu'il s'engage dans des entreprises insensées, qu'il ait des engagements et des libertés. Il est bon qu'un soignant ait des histoires d'amour. Et au besoin, il est bon qu'il divorce pour en vivre de nouvelles, parce qu'il vaut mieux avoir plusieurs bonnes histoires d'amour qu'une seule mauvaise. Et je défie quiconque de me prouver le contraire. Les patients, en effet, n'ont pas besoin de soignants qui se sacrifient, ils ont besoin de soignants qui vivent. Il est bon pour chaque soignant et pour ceux et celles qu'il soigne qu'il ait une vie riche, pleine et gratifiante en dehors du soin. Et qu'au cours de cette vie, il croise des vies et fasse des rencontres avec des individus qui ne soient ni des patients en puissance, ni des soignants en souffrance, et inversement. Soigner, c'est dire le soin. Je suis médecin et écrivain, à mes yeux, écrire et soigner, ça va ensemble. Quand je soigne, on me raconte des histoires. Quand j'écris, c'est à mon tour de les raconter. Écrire comme soigner, c'est partager. Soigner, c'est dire le soin. Dans un de mes romans, Les Trois médecins, qui se déroule en France pendant les années 70, j'ai confié à une aide-soignante, que j'ai nommée Marie-Jo pour l'occasion, la rude tâche de dire ce qu'est soigner. Et voici, entre autres, ce qu'elle dit. Soigner, c'est tenir la main pendant que quelqu'un d'autre suture, ponctionne, arrache, incise, cautérise, injecte, sonde, aspire ou accouche celui ou celle à qui on tient la main. Soigner, c'est hocher la tête pour dire « je suis avec vous ». Soigner, c'est avoir envie de prendre dans ses bras quelqu'un sans pouvoir le faire, mais trouver tout de même un geste qui voudra dire la même chose. Soigner, c'est porter, c'est soutenir, c'est guider, c'est écouter. Soigner, c'est être là. Merci à vous toutes, merci à vous tous aujourd'hui. Merci du plaisir, du soin que vous apportez aux soignants ici aujourd'hui et aux patients là-bas et demain, en partageant vos expériences, vos idées et vos histoires. Merci de raconter, merci d'écouter, merci d'être là.